Merci beaucoup au professeur Rottier de nous inviter, je dis nous, ceux qui travaillons sur le syndrome de fatigue chronique en lien avec la SFC, pour parler d'un sujet qui est effectivement en pleine mouvance, du fait des publications récentes. Donc mon topo a pour objet d'essayer de faire le tri un peu dans les critères diagnostiques et de donner quelques informations à ce sujet. Un seul lien d'intérêt, je dirais que je suis président du conseil scientifique de la SFC, et c'est un lien d'intérêt important. Car au sujet du SFC, comme peut-être d'autres pathologies voisines, peut-être la RFM, il y a effectivement toute une discussion et parfois des polémiques dans lesquelles les associations de patients sont très fortement impliquées, et donc des liens d'intérêt qui peuvent évidemment jouer un rôle dans l'expression des uns et des autres. Ça ne veut pas dire forcément conflit d'intérêts. Voilà le plan que je vous propose d'aborder. Il me paraît indispensable de traiter dans un premier temps des syndromes somatiques fonctionnels pour bien cadrer la façon dont nous, peut-être internistes, voyons ces différentes affections fonctionnelles, pour rentrer ensuite après dans l'épidémiologie et les critères diagnostiques. Alors, vous savez bien quelle est la situation sensible du problème psychiatrique dans tous ces syndromes. Et nous nous opposons d'une certaine façon, nous somaticiens, avec les psychiatres, et qui intitulent ces syndromes des troubles somatoformes, qui figurent d'ailleurs dans beaucoup de classifications internationales, et également lorsqu'on a affaire à l'expertise de ces patients dans les critères d'expertise, dans les diagnostics que l'on retient. Ces troubles somatoformes, on considère que ce sont des troubles somatiques exprimant un désordre psychologique d'une façon générale, qui est lié ou non à une maladie psychiatrique. Nous considérons que les syndromes somatiques fonctionnels sont inexpliqués, qu'il y a à l'évidence une intrication psychosomatique, mais il y a cette intrication dans toutes les maladies organiques. Sauf qu'ici, comme on n'a pas d'organicité très évidente, on insiste parfois trop sur les problèmes psychologiques. Néanmoins, l'organicité ne doit pas être méconnue, et moi je suis aussi interniste, mais aussi gastro-entérologue, et avec les collègues du groupe français de recherche en neuro-gastro-entérologie, on est très intéressé dans le syndrome de l'intestin irritable, qui est assez proche finalement et souvent associé à la découverte d'une micro-inflammation, quand on analyse un peu plus finement les biopsies chez ces patients, et avec l'idée qu'il y a une stimulation de l'axe cerveau-intestin, et donc là, un début d'explication de ce qui peut se passer. Donc l'organicité est toujours sous-jacente. Alors ces syndromes somatiques, il n'y a pas de jaloux, toutes les spécialités en ont finalement. Nous partageons en gros avec les neurologues le syndrome de fatigue chronique et l'encéphalomyélite myalgique, qui a été sous les feux de la rampe là, au cours des 10 dernières années. Les gastros ont le syndrome de l'intestin irritable, les rhumatologues et aussi les algologues ont le syndrome fibromyalgique. Il y en a d'autres, le syndrome d'hyperventilation chez les pneumologues par exemple, qui probablement recoupe une grande partie des patients qu'on appelait spasmophiles autrefois, et qui se traitent très bien par l'auto-rééducation, et puis des choses beaucoup plus difficiles à comprendre, le syndrome de sensibilité chimique multiple, qui est beaucoup plus rare, le syndrome de la vessie irritable, etc. Alors ces différents syndromes s'associent, ils se chevauchent. Ici je vous ai rapporté une publication dans laquelle vous avez donc le SFC, la fibromyalgie et le syndrome de l'intestin irritable, et vous voyez que suivant les diagnostics rapportés au niveau de l'abscisse, on a des diagnostics confirmés qui sont variables. C'est intéressant de voir que chez les témoins, la seule chose qui apparaît, c'est le syndrome de l'intestin irritable, dans 20% de la population générale. Dans le SFC, qui est ici, eh bien, en général, quand on porte le diagnostic du SFC, on a raison si on prend les critères validés. Vous voyez que la fibromyalgie, c'est 20%. Par contre, il y a une très forte, dans cette série, proportion de patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, qui est probablement le syndrome somatique fonctionnel le plus associé au SFC. Par contre, dans la fibromyalgie, on a grosso modo une grande partie des patients qui ont également un syndrome de l'intestin irritable et un SFC. Le SADAM, c'est la dysfonction de l'articulation temporomandibulaire. Donc ce sont des symptômes médicalement inexpliqués, il y a des chevauchements, des associations, une physiopathologie qui est voisine, donc il y a un lien probablement entre ces différents syndromes. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'explication physiopathologique univoque. Alors, les comorbidités ou les caractéristiques psychopathologiques. Il y a des comorbidités psychologiques, que ce soit des troubles psychiatriques avérés, comme l'anxiété, la dépression, les troubles bipolaires, mais il y a aussi des tendances, des personnalités de détresse, de catastrophisme, tout ça, ça a été surtout étudié dans la fibromyalgie. Et puis il y a des facteurs sociaux. Ces facteurs sociaux interviennent dans toutes les maladies. L'hyperactivité compulsive de la fibromyalgie, qui n'est pas le cas dans la syndrome de fatigue chronique, et les événements de la vie, qui sont des événements déclenchants possibles ou d'entretien, mais que l'on a aussi dans les maladies auto-immunes. On a aussi dans le cancer, on a aussi ailleurs, mais qui ici sont également à prendre en considération, que ce soit les traumatismes émotionnels, psychologiques, les souffrances diverses, etc.
Il y a aussi des caractéristiques d'organicité. Cette association dont on a parlé tout de suite dans la communication précédente avec les maladies auto-immunes. Par exemple, dans une publication récente, à la CR, 14% des polyarthrites rhumatoïdes sous biothérapie avaient en fait un syndrome fibromyalgique qui expliquait leur douleur. Donc cette intrication très forte avec les thyroïdites. Infection SFC, c'est une des particularités du SFC, le SFC post-infectieux. Donc tout ça établit un lien peut-être entre un facteur déclenchant de stimulation du système immunitaire. Et puis dans les anomalies neurologiques, il y a beaucoup de choses assez communes. L'hyperalgésie d'origine centrale, central sensitization, qu'on voit dans la fibromyalgie, l'axe cerveau-intestin du syndrome de l'intestin irritable, l'hypersensibilité viscérale dans ces pathologies muqueuses, et l'activité neuromusculaire aussi qui est perturbée, des anomalies de la dysautonomie, des études qu'on vous a montrées tout à l'heure sur la myofasciite, mais qu'on a aussi avec le TEP-scan, avec l'IRM fonctionnel qui montre des anomalies tout à fait caractéristiques. Et puis les anomalies endocriniennes métaboliques. Bon, je n'insistais pas bien sûr sur les anomalies militaires, puisque Laurent Chiche tout à l'heure va en parler. Et puis il y a aussi d'autres anomalies. Alors, est-ce que ce sont des causes, est-ce que ce sont des conséquences? C'est bien sûr toute la question. Je voudrais néanmoins insister sur le modèle biopsychosocial. Ce modèle biopsychosocial s'oppose d'une certaine façon au modèle biomédical, où on voudrait que les maladies n'existent qu'à partir du moment où on a une cause identifiée, une physiopathologie, des manifestations en rapport et donc des traitements éthiopathogéniques. Ce modèle, c'est le modèle fondateur des structures douleurs chroniques. C'est le modèle en fait de la pathologie chronique. Alors, dans toute pathologie chronique, qu'on ait un diabète, qu'on ait autre chose, une myopathie, il y a forcément une intrication entre la personne, son environnement et les devenirs de la maladie. Ça résulte de l'apport des sciences humaines et de la psychiatrie, et on considère que la pathologie, la maladie, est le résultat d'une interaction entre facteurs médicaux, générateurs de sensations, facteurs émotionnels, facteurs d'environnement. Bon, tout cela ne signifie pas que la maladie, bien sûr, est imaginaire et qu'il n'y a pas un substratum organique, mais ça permet d'expliquer aussi pourquoi l'évolution des patients est différente d'un patient à l'autre, alors qu'il y a des éléments apparemment identiques, mais tout ce qui interfère dans notre vie joue bien sûr sur l'évolution du phénomène. Alors, quelques mots sur l'épidémiologie du SFC, et tout d'abord concernant ces appellations. Alors, autrefois, on parlait de neurasthénie. Il y a encore des vieux psychiatres qui parlent de neurasthénie. C'est un terme qui est maintenant tout à fait passéiste. Le SFC post-viral, pourquoi? Parce qu'il y a eu des épidémies de SFC qui ont été décrites dans des situations probablement d'infection, donc c'est le contexte infectieux. Le lupus syndrome ou le burn-out, c'est autre chose, hein, c'est un épuisement professionnel, ça n'a à mon avis rien à voir avec le SFC. Le syndrome de fatigue chronique, donc syndrome symbiotique fonctionnel particulier. L'encéphalomyélite myalgique, donc qui versait finalement le SFC dans la neurologie. Et puis maintenant, nous avons depuis 2 mois le SED, Systemic Exertion Intolerance Disease, en anglais, dont on va parler surtout, donc qui est apparemment la nouvelle dénomination que souhaiterait donner les académies de médecine américaines au SFC. Bon, alors on va bien sûr discuter des limites de cette appellation. Et première chose très importante, disease, ça n'est pas syndrome. Ça veut dire qu'on parle maintenant de maladie. Donc ça nous interpelle et on va un peu discuter de la problématique nosologique de cette dénomination de maladie. Alors comment peut-on le définir? C'est un désordre multisystémique, c'est-à-dire qu'il a des manifestations et une expression qui affectent différents organes du système, de durée souvent prolongée, on considère en général au moins 6 mois, et qui résulte en une altération très importante de la qualité de vie dont Mme Bécavin, la présidente de la SFC, a parlé dans son introduction, avec des activités normales impossibles, alors qu'elles étaient avant possibles. Donc il y a un avant et il y a un après. Et le quart des patients est confiné à la maison. Vous voyez quel handicap ces patients ont. Donc il y a des conséquences psychosociales majeures. C'est un problème de santé publique, parce qu'en fait, ce n'est pas si rare que cela, on va le revoir. Et bien sûr, le SFC est reconnu par l'OMS, et dans la classification Simons, quand on hospitalise nos patients, il y a un code spécifique. Alors, sur le plan de la prévalence, chez l'adulte, on estime, ce sont des fourchettes assez larges, 0,4% à 1%. Chez l'enfant, la borne inférieure est un peu plus basse, 0,03 à 1,29%. Donc, ça affecte aussi bien l'adulte que l'enfant. On considère qu'aux États-Unis, 0,42% de la population est atteinte, ce qui fait entre 800 000 et 2,5 millions d'individus qui sont fortement handicapés, c'est tout à fait majeur. En Grande-Bretagne, environ 250 000. Et si on prend les critères de l'encéphalomyélite myalgique, qui sont des critères plus stricts, on va le revoir, que les critères de Fukuda, avec le malaise post-effort notamment, on atteint 0,2%. En France, on peut considérer qu'on est à peu près dans cette prévalence identique. Donc ça n'est pas si rare que ça.
Je rappelle donc les foyers endémiques qui ont fait penser donc à une origine virale. L'origine virale, ici mon topo n'est pas pour parler de la physiopathologie, mais l'origine virale est abandonnée en tant que maladie virale qui persisterait et qui provoquerait la maladie en tant que telle. Ça peut être un facteur déclenchant, mais ce n'est pas le facteur causal exclusif. La prédominance féminine, 4 sur 1, vous voyez qu'elle est moins importante que dans la fibromyalgie, par exemple, où c'est 9 pour 1. Chez les enfants, il y a égalité des sexes, si j'ose dire, de tout temps, tous les âges, bien que le début soit habituellement entre 30 et 50 ans, toute race, toute communauté, tout niveau socio-économique, c'est extrêmement important, donc personne n'est épargné, il n'y a pas un critère environnemental ou socio-culturel précis qui cernerait cette affection. Et puis surtout la composante génétique qui laisse penser, comme on l'a dit tout à l'heure, à une prédisposition. C'est des études de jumeaux, c'est certaines études de gènes de prédisposition. Et puis on a des SFC dans 20% de la parenté du malade. Et c'est important de noter que 70% de ces sujets atteints vivent en dehors du foyer, donc ça écarte un événement environnemental immédiat. Les comorbidités, là on retrouve ce qu'on a vu dans les syndromes somatiques fonctionnels, différents troubles psychiatriques, également des comorbidités somatiques fonctionnelles avec tout ce qu'on a vu dans les chevauchements. Tout cela peut se rencontrer chez le patient avec les associations diverses. Comment essayer de comprendre le phénomène? Ça c'est une diapo en anglais, donc elle a aussi pour but de ne pas être lue, bien sûr, elle est très très confuse. Donc il y a des facteurs prédisposants, des déclencheurs, triggers, des déclencheurs qui peuvent être des infections, des toxines ou un traumatisme émotionnel, physique. Il y a un certain nombre de patients qui ont aussi, après une opération qui s'est mal passée, qui déclenche cela. Une réponse immunitaire, dont Laurent va vous parler, et ensuite une expression variable, expression de symptômes qu'on dira plutôt de désordre immunitaire, dans la série, de désordre autonomique, de désordre neuro-endocrinien, d'anomalies plus en rapport avec un dysfonctionnement cérébral ou dysfonctionnement neuromoteur, et puis aussi des manifestations musculaires avec la fatigue musculaire prédominante. Donc voilà un petit peu la mosaïque physiopathologique du sujet. Et si on reprend le modèle biopsychosocial, vous voyez donc toujours la prédisposition, les facteurs déclenchants, la fatigue qui apparaît, et puis les facteurs de maintien de la fatigue. Dans toutes ces études de patients, que ce soit dans la fibromyalgie, dans la syndrome de fatigue chronique, on n'a malheureusement que des études souvent ponctuelles, on n'a pas la trajectoire du malade. Et c'est très important de voir quelle a été l'évolution des patients, qu'est-ce qui est apparu au départ, qu'est-ce qui s'est maintenu, qu'est-ce qui a disparu. Et vous voyez par exemple que dans les facteurs de maintien, le fait de rester allongé n'est pas une bonne chose, que ça entretient la maladie, que par contre, si les activités sont très importantes ou traumatisantes, ça ne peut pas être bon, etc. Et puis finalement, donc, on aboutit au syndrome de fatigue chronique dans son ensemble. Alors on va aborder la partie la plus importante qui sont les classifications diagnostiques. Alors de ces classifications, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, François Germotier parlait des critères d'Oxford. Les critères de Fukuda sont les plus employés. Ils ont été modifiés, critères OMS 2003-2005. Et puis à ce moment-là, on a vu apparaître cette volonté d'en faire une maladie neurologique. Et en plus une maladie neurologique inflammatoire. Donc avec l'encéphalomyélite myalgique. C'est parti du consensus canadien de 2003, et ça a abouti à cette publication que vous connaissez, qui est la publication internationale de 2011, donc avec un groupe d'experts qui s'est prononcé pour une maladie neurologique inflammatoire. Et puis maintenant, on a les critères américains du CEP, en 2015. Il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas. Nous verrons. Il y a des différences entre ces critères. Des différences tout d'abord concernant la durée d'évolution nécessaire pour affirmer le diagnostic. La présence ou non d'un malaise post-effort, qui est un élément clé, on va le voir, du CEP. Et puis les diagnostics d'exclusion. Et là, on est dans le champ de la médecine interne, c'est-à-dire trouver ce qui est rare, et en commençant par éliminer ce qui est fréquent, bien entendu. Dans les critères de Fukuda, vous avez des critères mineurs, des critères majeurs, des critères d'exclusion. Il y a aussi des outils de quantification de ces critères, comme la fatigue. Les caractéristiques de la fatigue, je ne vais pas détailler tout cela, mais vous voyez donc il y a une durée d'au moins 6 mois, 3 mois chez l'enfant. Il faut qu'elle soit nouvelle, il ne faut pas qu'il y ait de lien avec une activité physique, c'est-à-dire qu'on est fatigué même si on ne fait pas d'activité physique, ce n'est pas amélioré par le repos. Et puis, l'élément clé, c'est qu'il y a une baisse des performances antérieures, quelles qu'elles soient, bien entendu. Alors ça n'est pas suffisant, la fatigue a été décrite, elle est inhabituelle, inexpliquée, et il faut rajouter au moins 4 des 8 symptômes qui seront plutôt de la série, on va dire, organique, ou de la série somatique, avec les troubles cognitifs, les douleurs pharyngées, les adénopathies, etc., donc différents critères que nous utilisons quotidiennement.
Le problème, c'est quand on arrive au diagnostic d'exclusion, parce que là, il y a toute la médecine. C'est, comme l'a dit tout à l'heure Madame la directrice, que beaucoup de gens sont fatigués, même les directeurs en bonne santé, et même les chefs de pôle en bonne santé aussi. Mais là, la fatigue, elle s'améliore en général quand on quitte ses fonctions ou quand on se repose, n'est-ce pas? Donc c'est très différent. Et en gros, c'est toutes les maladies pouvant exposer à une fatigue, et on va même jusqu'à autres anomalies cliniques ou complémentaires significatives. Et là, on tombe dans la problématique de ce qu'on nous a très bien montré ce matin, de l'interprétation de l'imagerie, des incidentalomes, c'est-à-dire des images anormales qui ne sont pas pathologiques, de ces hyperfixations de la substance blanche, de ces ceci et cela. Qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être que ça signifie quelque chose, peut-être rien. Est-ce qu'il faut retenir le fait que parce qu'on a quelques anomalies de la substance blanche, le malade n'a pas un SFC, mais il a une maladie de la substance blanche? Donc on est dans les limites du diagnostic, c'est très compliqué, et on voit bien l'importance de l'expertise clinique, de la qualité du clinicien, et aussi de la démarche adaptée, jusqu'où je vais dans une exploration. Et c'est tout l'intérêt des critères américains qui sont en fait que des critères cliniques. Alors, on va le voir. Donc, concernant le M. Alors, le M, les Fukuda, c'était déjà pas très simple. Alors, le M, c'est réducteur, mais c'est neurologique. Hein. Je ne suis pas neurologue, c'est très compliqué la neurologie. Et donc, vous voyez qu'il y a 4 catégories. Hein. Une catégorie obligatoire, et qui est très intéressante, parce que c'est l'épuisement après un effort. Une catégorie neurologique, une catégorie désordre gastro-intestinaux-génito-urinaires et une catégorie anomalie du système de l'énergie et du transport, donc anomalie métabolique. Et lorsqu'on va faire le diagnostic avec ces critères, il va falloir rechercher chez le malade des manifestations qui peuvent se replacer dans ces différentes catégories. Et ensuite, vous voyez qu'il en faudra un certain nombre pour aboutir à un diagnostic. Donc c'est passablement difficile, pour l'avoir expérimenté personnellement. Donc il y a une définition de l'épuisement post-effort qui est très bien faite. Hein. Je n'insiste pas. La fatigue est également gradée, moins de 50% du temps, ou maison, ou gravataire, ou alité, bien entendu. Et puis dans les déficiences neurologiques, vous avez par exemple 4 rubriques. Le neurocognitif, qui nous intéresse tous pour le SFC et la myofasciite, les douleurs, les troubles du sommeil, les perturbations neurosensorielles ou motrices, la faiblesse musculaire. Tout ça doit être accentué par la fatigue. Et puis il faut au moins une de ces manifestations symptomatiques dans 3 de ces 4 catégories. Il y a toute une liste de manifestations. Il faut quasiment un dictionnaire pour s'y référer. Même chose pour les désordres immunitaires, gastro-intestinaux ou génito-urinaires. Vous avez ici 5 catégories et il faut à nouveau au moins un symptôme dans 3 de ces 5 catégories. Ensuite, pour les désordres d'énergie transport, là c'est plus simple, il suffit d'un symptôme dans les 4 catégories. Un trouble respiratoire, perte de stabilité thermostatique, intolérance température, c'est souvent rapporté par nos patients, troubles cardiovasculaires, etc. Voilà, donc on aboutit soit à une encéphalomyalgie typique, tous les critères dans les 4 catégories, pour le premier qui est indispensable, soit à une forme atypique, on a toujours le critère A qui est indispensable, et puis il peut manquer 2 symptômes sur la liste des symptômes que je vous ai énumérés. Donc autant dire que quand ça a été publié, en fait l'application est très mal faite et absolument pas pratique. Il a fallu chacun dans nos services cliniques refaire des diagrammes pour que ça puisse être interprété par tout le monde et qu'on puisse faire un diagnostic de... il y a aussi des critères d'exclusion, comme dans le Fukuda, pathologie somatique après un bilan rationnel, pathologie psychiatrique, toxicomanie, etc. Il y a aussi des comorbidités, ça c'est la particularité, alors c'est assez gênant parce que on admet bien sûr qu'il puisse y avoir d'autres symptômes somatiques fonctionnels, que la migraine et le syndrome d'intestin irritable puissent précéder l'EM, que la fibromyalgie et l'EM puissent se chevaucher. On peut accepter, vous voyez, des choses assez curieuses, hein, la prolapsus de la valve mitral, bien sûr des maladies auto-immunes, mais aussi la dépression réactionnelle. Donc tout ça est considéré comme pouvant participer à la genèse du syndrome. Alors pourquoi est-ce que les auteurs se sont fait tout ce travail finalement pour aboutir à ces résultats? C'est parce que ce qui gouverne la classification de l'EM, comme celle d'ailleurs du syndrome de l'intestin irritable, c'est la base physiopathologique. On essaie de rapporter des symptômes à des anomalies prétendument physiopathologiques. Tout ça est fait sérieusement, mais c'est un peu la limite des choses. Le diagnostic avant 6 mois, donc là on peut faire le diagnostic tout de suite, vous voyez, il y a des considérations pédiatriques, et puis tous ces critères qui sont plus fouillés que ceux de Fukuda permettent probablement mieux d'écarter les pathologies telles que la dépression ou d'autres pathologies. Le problème de ces critères, c'est qu'ils sont appliqués à l'hôpital, donc chez des gens qui sont en 2e ou 3e recours, mais ils n'ont pas du tout été validés en médecine générale. Et d'ailleurs, c'est le
reproche qu'on peut faire à tous ces critères. Finalement, on n'est jamais parti de population de malades en médecine générale, donc c'est une limitation, il faut un avis spécialisé. Donc pour les critères physiopathologiques, vous voyez que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prend une hypothèse qu'il y a une atteinte du système nerveux, on y rattache les symptômes en rapport, etc. Donc vous voyez que l'atteinte systémique, c'est les troubles immunitaires, les troubles endocriniens, les troubles métaboliques et les troubles neurologiques. Alors, le problème, je crois, et tous les auteurs sont d'accord, c'est qu'une encéphalomyélite myalgique, il faut qu'il y ait une encéphalite, il faut qu'il y ait une myélite, et ça peut être myalgique, bien entendu, et que je ne crois pas me tromper en disant qu'on n'a jamais eu vraiment la preuve d'une inflammation de ces tissus. En tout cas, bien sûr, on ne fait pas à tous des biopsies, on ne fait pas à tous des explorations très poussées, mais il est très clair qu'il manque un critère anatomo-physiologique précis dans la définition. Vous avez vu tout à l'heure que dans tous les critères que je vous ai énumérés, il n'y a rien qui corresponde au résultat d'une biopsie comme l'anomyophycite à macrophage, par exemple, ou éventuellement des anomalies, comme on l'a vu au PET scan. Tout ça n'entre pas dans la catégorisation de l'EM. On oublie aussi le rôle du muscle. Il y a beaucoup de publications intéressantes parce que le muscle contient des sensors, fatigue, douleur. Il y a certainement une interaction très importante. Les choses se passent probablement au niveau musculaire dans beaucoup de situations. On peut passer finalement de la fatigue à la douleur, avec des médiateurs très simples qui agissent, qui sont aussi les résultats du catabolisme musculaire. Donc tout ça est un peu ignoré ici. Est-ce que les anomalies sont la cause ou la conséquence? Mais on a quand même d'autres modèles. Moi qui ai beaucoup travaillé sur l'infection Helicobacter pylori, quand j'ai commencé mes études de médecine, l'ulcère gastro-duodénal, c'était une maladie psychosomatique. C'était les gens qui faisaient les 3-8, et qui avaient une femme possessive. Ça a beaucoup changé. En fait, on s'est aperçu que c'était la gastrite à Helicobacter, et on sait même que cette gastrite à Helicobacter peut donner chez des patients, il y a une gastrite, un peu comme la myofasciite, un granulome, là c'est une inflammation de l'estomac, et qu'elle peut expliquer les symptômes dyspeptiques, mauvaise digestion, douleur après les repas, sans qu'il y ait d'autres explications. Simplement, quand on éradique cette bactérie, 10% des patients à 1 an ne sont plus malades. Donc on a là l'idée qu'on peut avoir quelque chose d'assez anodin qui finalement pourrait expliquer les symptômes, et c'est la même base physiopathologique dans la neuroinflammation du S2I, et maintenant les gens très pointus disent que ce n'est pas le S2I, c'est le S3I, syndrome de l'intestin irritable et inflammatoire. Donc il y a une tentation toujours de recherche d'organicité, on est dans ce modèle biomédical, alors est-ce qu'elle est réelle? C'est difficile. Donc je terminerai sur la situation du CED, donc les nouvelles publications de l'Institut américain de médecine. Tout d'abord le constat. Le constat, c'est que même si on a les critères de l'EM, ces critères ne sont finalement pas vraiment acceptés ni par les malades, ni surtout par les médecins. Ils ne sont pas utilisés. Deuxièmement, ils sont contestés. Il y a une vraie bataille. Le désarroi des patients ne s'améliore pas. Tout à l'heure, vous avez entendu Mme Beccarin parler de ces plaintes mal acceptées, du scepticisme des médecins et de l'entourage. Les médecins ont un outil diagnostique très peu facile à utiliser en pratique. Il y a un retard ou une absence de diagnostic. Il y a une prise en charge aléatoire, alors qu'on a des traitements efficaces. Donc on est dans la confusion diagnostique qui doit automatiquement déboucher dans une confusion thérapeutique. À qui faut-il appliquer et quelle technique? Donc c'est ça qui a poussé les Américains. Vous savez, les Américains, c'est US Task Force. Ils ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. L'Institut of Medicine américain, c'est comme l'Académie de médecine, mais ils se sont basés sur toutes les structures de santé publique américaines qui ont mandaté un groupe d'experts pour faire une analyse evidence-based de la situation et proposer quelque chose qui peut nous permettre de sortir de cet imbroglio diagnostique et thérapeutique. Donc ils sont partis d'une étude de la littérature, je ne détaille pas, ils ont fait comme tout le monde, ils ont pris les bases de données, et ils se sont aussi servis de ce qui avait été envoyé par les membres du comité d'experts, mais aussi de toute l'information fournie par les associations de patients, d'articles qui peut-être n'avaient pas été soulignés ou relevés. Donc ils ont abouti à ces résultats-là, 9112 articles. Ils ont pris comme mots-clés des choses qui étaient retrouvées dans les critères de Fukuda et de l'EM, je n'insiste pas. Et donc ils ont analysé ensuite cette littérature de façon très sérieuse, de façon scientifique, pour aboutir finalement à un nombre faible de papiers, 319 papiers relevant chez l'adulte, 49 en pédiatrie, et ils ont rajouté à ça 1291 articles qui venaient d'autres sources, et ils ont tout analysé. On peut leur faire confiance, ils ont utilisé une approche très rationnelle. Donc je vous mets à gauche, parce que comme il n'y a pas de traduction française autorisée, c'est ma traduction, celle de celui qui veut traduire. Donc je vous ai mis ce qui est écrit en anglais dans le rapport, et à droite ce que j'en ai tiré. Donc il conclut bien que c'est une affection sévère, chronique, complexe, difficile,
qu'il faut une approche clinique extrêmement rigoureuse, anamnèse, examen physique, exploration ciblée nécessaire, et qu'à la suite de cette démarche, dans laquelle on aura évidemment écarté les diagnostics différentiels, on doit pouvoir confirmer et affirmer un SFC. Donc ce diagnostic peut être porté, et il en découle bien sûr qu'on doit pouvoir donc coder cette affection. Mais du fait de cette complexité de l'EM et du SFC, du fait de cette confusion qu'il y a autour, il propose carrément, on change de nom, on change de code. Et en particulier, on s'écarte de la fatigue chronique beaucoup trop générale, beaucoup trop imprécise, et bien sûr de la neurasthénie. Donc on sort complètement de ce champ informe psychosomatique, et donc c'est une véritable révolution, au moins conceptuelle. Alors les critères diagnostiques. Voilà le set de critères, la diapo, en anglais. Ce n'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est beaucoup moins de choses. C'est finalement extrêmement simplifié. En français, 3 symptômes obligatoires: la fatigue, le malaise post-effort, le sommeil non réparateur. Voilà. Avec chaque fois des rubriques explicatives pour dire comment on fait, comment on dit que, pourquoi on peut dire que c'est un sommeil non réparateur. Donc c'est très bien fait. Il y a non seulement la définition, la démonstration que c'est scientifiquement valide, mais en plus il y a les outils pour pouvoir définir les différents critères. Et à ces 3 symptômes obligatoires, il faut au moins une manifestation associée: altération cognitive, ça nous rapproche, et l'intolérance orthostatique. Alors, on va discuter un peu de tout ça dans quelques minutes. Donc vous voyez que ça nous change complètement de l'heure. Critères cliniques que l'on peut évaluer avec, disons, une approche clinique assez simple, donc quelque chose qui est beaucoup plus facile à utiliser par le clinicien. Mais néanmoins, si on n'a que 3 critères plus simples, on peut bien sûr avoir d'autres manifestations. Elle n'exclut pas le diagnostic. Et on retrouve ce qu'il y avait chez Fukuda: les adénopathies, la sensibilité aux stimuli, les maux de gorge, les troubles gastro-intestinaux. Donc tout cela est possible, mais ne rentre plus dans le critère diagnostic. C'est l'élément fondamental. Les comorbidités. Le comité préfère ne pas utiliser de comorbidité, mais il laisse le clinicien libre de prendre en considération telle ou telle comorbidité psychologique ou autre qui pourrait contribuer à la maladie. Mais ça ne rentre pas dans le cadre strict des critères diagnostiques. Les patients non classés, évidemment, certains patients ne se reconnaîtront pas dans cette classification. Donc il faut néanmoins s'en occuper, prendre en considération leurs symptômes, et concernant la durée, ceux qui ont une durée inférieure à 6 mois, il faut les suivre. Et quand ils vont dépasser 6 mois, et qu'ils ont les autres critères, ils seront dans la maladie. Il y a aussi des considérations pédiatriques. Il y a des critères diagnostiques applicables à l'enfant, et ils envisagent le diagnostic et la prise en charge avant 6 mois d'évolution. Ils reprennent les critères de l'EM finalement. Donc on voit qu'on peut prendre en charge avec ces critères tous les patients. L'intérêt pour les cliniciens, c'est qu'on a maintenant une base scientifique qui nous permet de nous former, parce qu'il faut se former, parce que c'est une maladie sévère, il faut prendre en charge les patients. On peut reconnaître les symptômes clés et en faire le diagnostic. Et a priori, si on fait un diagnostic, on doit peut-être pouvoir traiter les symptômes et surtout éviter les thérapies nuisibles. Donc vous voyez, il y a un objectif de santé publique très fort derrière ce rapport. Les autres recommandations, donc c'est la boîte à outils que l'on va essayer de vulgariser en France. Ça va être un des rôles du conseil scientifique. Il y a toute une boîte à outils pour chacun des critères que je vous ai décrits. Il y a le moyen d'y parvenir. C'est très bien fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se former, puisque tout ça, avant, c'était très disparate. Il fallait les chercher par soi-même à droite et à gauche. Ils ont aussi décidé de créer un groupe multidisciplinaire de suivi, car bien entendu, tous ces critères viennent de la littérature. Ils ne viennent pas de l'étude de nouveaux patients. C'est le point très très important. Maintenant, il faut les valider dans une cohorte de patients, et il faut peut-être les réévaluer. Ils se sont dit, dans 5 ans, on revoit la chose. Vous voyez qu'il y a un suivi volontaire, et puis il faut aussi assurer le financement conflictuel, et ils estiment qu'il faut que ça soit par le biais du public et des fondations, et que ça échappe aux chorales de chapelle, aux écoles, et aussi à des associations trop militantes dans un sujet ou dans un autre. La démarche diagnostique, je ne vais pas vous la détailler, mais vous voyez, il y a un algorithme, c'est un exemple. On part, est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce que ça persiste? Est-ce qu'il y a un malaise post-exercice? Est-ce qu'il y a un sommeil? Puis chaque fois, on élimine les patients qui ne l'ont pas, puis on aboutit au diagnostic. Donc c'est relativement simple à mettre en œuvre. Autre recommandation, c'est le changement de dénomination. Systemic Exertion Intolerance Disease. Alors comment on traduit ça en français? Moi j'ai traduit ça comme ça. Malaise d'intolérance systémique à l'effort. D'autres diraient maladie systémique d'intolérance à l'effort. Je pense que dans ce cas-là, on aurait mis Exertion Intolerance Systemic Disease.
ça devient mise. Pourquoi pas. Alors le problème c'est, est-ce que c'est une mise ou est-ce que c'est une cise? Un syndrome. Alors moi j'ai repris le dictionnaire que j'avais dans ma bibliothèque, le dictionnaire des termes médicaux de 1972 de chez Malouane. Une maladie, c'est un processus morbide envisagé depuis sa cause initiale jusqu'à ses conséquences dernières. Exemple, maladie immunitaire, enzymatique, j'ai dit donc on a une cause immunitaire, enzymatique, puis derrière cela on a une physiopathologie qui explique les symptômes, etc. Ça c'est une maladie. Le CED, en l'occurrence, il n'y a pas de cause identifiée, les auteurs du rapport le disent. Il n'y a pas de processus physiopathologique caractérisé. Finalement, le diagnostic clinique que je vous ai montré, c'est qu'un diagnostic syndromique. C'est un ensemble de signes et symptômes, même s'ils sont caractérisés. Il y a des dysfonctionnements multiples, mais il n'y a pas de lien démontré. Est-ce que c'est une authentique maladie? Concernant le syndrome, qu'est-ce que c'est qu'un syndrome? C'est un groupe de symptômes et de signes qui se reproduisent en même temps dans un certain nombre de maladies. Syndrome occlusif, syndrome grippal, syndrome inflammatoire, etc. Mais il y a aussi des syndromes idiopathiques, par exclusion des autres maladies, c'est ce qui nous intéresse ici, hein, les SFC, EM, etc. Mais vous savez aussi que des syndromes sont devenus des maladies. Le sida, syndrome d'immunodéficience acquise, c'est devenu une maladie virale, liée au VIH. Le syndrome ulcéreux, je vous l'ai dit, c'est lié à une maladie infectieuse ou aux anti-inflammatoires. Donc, en définitive, est-ce que c'est une maladie? Ça serait une maladie si les caractéristiques étaient absentes des autres maladies. Alors, quand on reprend les critères, les 5 critères dont je vous ai parlé, il y en a peut-être 2 qui sont plus spécifiques, qui sont le malaise post-exercice et l'intolérance orthostatique. Mais pourquoi on a mis l'intolérance orthostatique au premier plan? Parce qu'il y avait des données scientifiques, mais est-ce que c'est vraiment la chose importante? Peut-être que ça, c'est effectivement plus spécifique et peut-être moins caractéristique des situations de fatigue dans d'autres maladies. Bien sûr, le syndrome est précisé, mais où est la cause? Elle est encore à rechercher. Il y a peut-être aussi moins d'exclusion. Avec ces critères-là, il faut quand même être vigilant. Les symptômes qui sont décrits dans les critères pourraient correspondre à des troubles du sommeil spécifiques, pourraient éventuellement correspondre à une dépression, donc il convient d'écarter cela, il convient d'avoir cette démarche rigoureuse. Mais on n'est plus, avec ces critères, obligé d'aller chercher je ne sais plus quelle maladie, mais à partir du moment où on a le set des critères et qu'on élimine raisonnablement pas à pas une autre affection, on doit détenir a priori un groupe de patients assez homogène et assez caractéristique. Les limites. Est-ce que finalement, c'était l'éditorial du Lancet d'il y a 3 semaines, est-ce que ces nouveaux critères vont servir à quelque chose? C'est bien joli, c'est une construction intellectuelle. Est-ce que ça va améliorer le diagnostic et est-ce que ça va améliorer la prise en charge des patients? On en sait rien. Est-ce que l'intolérance orthostatique, qui n'est pas toujours facile à mettre en évidence, hein, il y a une définition de tout cela, est vraiment fondamentale? Il va falloir reclasser les malades. Quand on a parlé tout à l'heure du critère de Fukuda-Haut, maintenant il y a de nouveaux critères, donc il va falloir repasser les malades au fil de ces critères-là. Hein. Les thérapeutiques qui ont une certaine efficacité dans le syndrome de fatigue chronique, quand on prend les patients définis autrement, est-ce qu'ils ont toujours une efficacité dans ce groupe de patients? On peut penser que oui pour les exercices physiques gradués, parce que l'article de Peter White, qui a fait l'étude PACE, qui est une étude très importante publiée dans Lancet en 2011, qui a été reprise dans la méta-analyse qui vient de sortir, la méta-analyse de la Cochrane 2015, hein, qui a montré que c'était efficace l'exercice physique gradué. En fait, quand on regarde bien ce papier, on comprend bien que les gens qui ont un malaise post-effort, qui ont tout ça, probablement sont améliorés par des exercices physiques gradués, c'est-à-dire que progressifs, hein, donc suivis médicalement. Est-ce que c'est une maladie ou un syndrome? Moi, je pencherais plutôt pour un syndrome actuellement. Et puis, alors, la question énorme des patients, mais moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Hein. Est-ce que ça existe, le SFC, en dehors de ces critères? Donc il faut qu'on soit très prudent, et avec la SFC et Mme Descavin, nous avons mis en route une enquête auprès des adhérents de l'association pour, en reprenant les termes de cette nouvelle classification sous forme de symptômes, hein, de questions, si les gens se retrouvaient ou non. Il faut qu'on sache à quoi ça correspond. Est-ce que ça représente 30%, 40%, 50% des patients qu'on diagnostique? 100%, probablement. Fallait-il changer le nom d'emblée? Là, on a toute une critique dans la littérature avec, effectivement, c'était peut-être prématuré, mais je crois que les Américains ont voulu couper court, c'est-à-dire, quitte à être un peu tranchant, ils ont souhaité que d'emblée on change tout cela pour qu'on place des patients nouveaux dans ces critères-là, quitte à reprendre les patients qui avaient déjà un SFC. En conclusion, le CED, ce n'est pas une révolution, mais je pense que c'est une étape importante de santé publique pour les patients, car c'est la volonté du système de santé
santé américain de s'occuper de ces malades et de faire en sorte que les médecins s'attellent à la tâche, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent de façon suffisante, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Donc c'est une clarification à partir de l'existant, hein. On ne quitte pas le champ du SFC de l'EM, mais c'est probablement cibler un sous-groupe de patients fatigués chroniques ayant ce que j'appelle des capacités opérationnelles, c'est-à-dire des gens qui sont peut-être plus homogènes, pour lesquels on pourra peut-être plus facilement tester des méthodes thérapeutiques, hein, donc les inclure dans des essais, faire des études de corps et améliorer la prise en charge médicale. Manifestement, il faut des clarifications et des recherches complémentaires. Quelle est la place épidémiologique de ce CED, l'homogénéité et l'exclusivité des patients, et puis bien sûr, comme je vous l'ai dit, quelles sont les possibilités thérapeutiques. Je vous remercie de votre attention.